Ce soir, je me retrouve à l'Institut d'architecture de Rio de Janeiro pour la troisième projection brésilienne de mon film In Vivo, après Brasilia et Sao Paulo. Je suis donc à Rio pour présenter le travail curatorial de l'équipe de Bento Architecture dans le cadre de la Biennale d'architecture de Venise. Nous avons eu un petit stress parce que les organisateurs n'arrivaient pas à mettre le son correctement, mais tout fonctionne maintenant. On va pouvoir lancer la projection. Au final, la projection s'est très bien déroulée, mais quand je dis la projection, je devrais peut-être dire les projections, car outre mon film In Vivo, j'avais invité Julie Dumont à venir présenter son premier court-métrage qui s'appelle Tsunami Lento lors de cette manifestation. Je m'appelle Julie Dumont, je suis belge, je vis au Brésil depuis 12 ans. Je travaille au Brésil comme attachée scientifique et j'ai développé depuis 2017 un projet de commissariat nomade, d'exposition d'art contemporain entre la Belgique et le Brésil. J'ai toujours eu l'envie de faire du cinéma, c'est un désir très ancien que j'avais un peu oublié. Et quand j'ai découvert l'endroit où nous sommes maintenant, à Tafona, je me suis dit les images sont trop incroyables, l'histoire de l'endroit est trop dingue, il faut que je fasse un film sur ça. Alors Tsunami Lento parle d'un village de pêcheurs qui se trouve au nord de Rio, à 5 heures de route quand même, qui s'appelle Atafona, et ce village est en train d'être englouti par la mer. Donc Atafona, c'est un petit village de pêcheurs au nord de l'état de Rio de Janeiro, c'est à la frontière de l'état de l'Espírito Santo. C'est un village qui a des caractéristiques géographiques assez particulières, c'est-à-dire qu'il est assez sujet à l'érosion. Il a déjà été envahi par la mer. On raconte qu'il y a longtemps, la mer arrivait jusque loin dans les terres, mais elle a reculé. Donc les gens ont construit. Beaucoup de gens d'une ville proche ou même de Rio ont des maisons d'été. Et depuis les années 70, le phénomène d'érosion s'est accentué à cause notamment d'interventions dans la rivière qui ont modifié un peu son cours sous sa force, qui empêchaient la mer, l'océan de rentrer dans les terres. Ça, plus d'autres grandes entreprises comme le port d'Assou, qui n'est pas très loin d'ici, ont beaucoup modifié la géographie. Alors je ne suis pas spécialiste en environnement ni politologue, donc je ne vais pas rentrer dans ces sujets, mais depuis les années 70, il y a ce phénomène d'érosion qui vient manger petit à petit le territoire, qui fait tomber les maisons dans la mer. La première fois que je suis venue ici, c'était en mars 2022. J'étais avec une amie et j'ai été complètement hallucinée par cet endroit. Pour la petite histoire, on a été boire un verre dans un bar. 6 mois plus tard, je suis revenue, le bar était en petits morceaux sur la plage. Je pense que cet endroit, c'est la définition même du sublime. C'est beau, c'est extraordinairement beau et c'est extrêmement triste à la fois et c'est effrayant. Mon film raconte l'histoire de quelques habitants d'Atafona avec qui j'ai créé un lien d'amitié en quelque sorte et qui racontent leur histoire avec l'océan. J'aime beaucoup l'océan. Je pense que c'est le seul propos que je peux avoir en tant qu'étrangère et non spécialiste des questions environnementales et politiques liées à l'endroit. Et donc c'est un film plutôt poétique. Il parle de la relation de ces personnes avec la mer. Il y a un jeune surfeur, un pêcheur, sa belle-sœur, une dame d'un certain âge, Sonia, qui habitait avant à Rio, mais qui est toujours venue depuis toute petite à Tafona, qui a fini par s'y établir il y a une quarantaine d'années, qui a perdu une maison déjà, qui a construit derrière, parce qu'elle a la chance d'avoir les moyens de le faire. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de facteurs qui font que les gens ne partent pas. C'est un petit village, donc je pense que la plupart des gens n'ont pas vraiment connu d'autres endroits dans leur vie. Partir n'est pas vraiment un choix évident. Ils n'ont pas les moyens de reconstruire une maison 20 mètres plus loin comme Sonia l'a fait. Partir ailleurs, c'est encore moins envisageable. J'aime les images, quelles qu'elles soient. Et en particulier ici, je trouve que c'est un lieu absolument fascinant. C'est un peu morbide quelque part, c'est triste, ça me rend triste évidemment, parce que j'ai créé un lien affectif avec l'endroit, avec les gens.
Mais je pense que c'est aussi important, pas spécifiquement pour moi, mais pour les gens d'ici, d'avoir un registre des souvenirs. Les gens d'Atafona parlent beaucoup de leur mémoire, de leurs souvenirs qui s'en vont. Donc, je me dis que peut-être que dans le court-métrage, je passerai à un long, ou bien ce sera juste des images pour eux, pour moi. On est dans la cité Kapellevel. C'est une cité remarquable dans laquelle il y a des bâtiments de l'architecte Pomp et de l'architecte Huib Ost. Nous avons procédé à une rénovation énergétique d'un bâtiment. C'est un projet de recherche expérimentale qui s'appelle Modulaire, qui est une collaboration avec Innoviris, le CSTC Bultwise et la SLRB. Donc la recherche, c'était d'élaborer un concept de rénovation d'enveloppe, ça veut dire isoler un bâtiment, et de réaliser sa ventilation, mais sans déménager les occupants. Et leur recherche était axée sur ce concept de rénovation modulaire pour pouvoir faire des opérations qu'on peut reproduire, mais aussi sur le type de ventilation. Ce qui est important, c'est que quand vous isolez très fort les bâtiments, vous devez bien les ventiler. Et ici, en accord avec les SLRB, on a négocié de pouvoir faire trois types de ventilation différentes. C'est-à-dire que dans le même immeuble, avec les mêmes genres de personnes, plus ou moins la même tranche d'âge et tout, pour chaque cage d'escalier, on aura un système de ventilation différent. Et le grand intérêt, c'est de pouvoir les comparer, les monitorer. On va faire des analyses scientifiques avec le CSTC Bultwise. On va regarder quelle est la qualité de l'air, mais ça c'est les mesures, ou de l'hygrométrie, ça c'est les mesures objectives, mais on va aussi regarder et discuter avec les gens pour voir, tiens, ça fait du bruit, non, ça ne nous plaît pas, on veut une ventilation plutôt de type C, de type D, etc. On va pouvoir aussi analyser les consommations électriques de chaque type de système et les comparer. Comme les gens sont dedans, on va faire un assemblage d'éléments préfabriqués à base de matériaux durables, ça veut dire que le gros de la base, c'est du bois. Et l'isolant, on peut travailler soit en laine de bois pour les petits bâtiments, soit en laine minérale. Quand vous construisez en bois, ce qui est important, c'est que vous utilisez un matériau qui, pendant son utilisation, est un piège à carbone. Donc il a pris du carbone pendant sa croissance, et tant que vous l'utilisez et que vous ne le détruisez pas, le carbone il est stocké dans le bois. C'est un élément majeur pour baisser l'empreinte carbone des constructions. Et donc ici, comme il y a du bois, il faut le protéger, donc on rend ça étanche à l'air et on met dessus un bardage en fibre ciment pour le protéger de la pluie. Et on a deux défis, c'est redonner une certaine forme de texture qui est quand même agréable et qui doit durer dans le temps, mais aussi gérer les joints de ces éléments préfabriqués. Et donc ce qu'on a fait, c'est on a fait une pose tout venant, un peu comme un parquet avec les éléments, de manière à avoir des joints qui se répètent partout, et qu'on ne voit plus la limite entre les gros panneaux comme ça qui sont montés en un coup. Et aussi on a fait ces joints au droit des fenêtres, comme ça on a un ensemble et on n'a pas de rupture. Et le fait d'avoir pouvoir faire ces joints verticaux, eh bien quand le bâtiment est fini, vous n'allez pas voir où était le point d'assemblage entre les grands éléments préfabriqués. Les éléments préfabriqués, les plus grands font la hauteur du bâtiment. Et ils sont posés sur le bâtiment, ils sont comme suspendus, ils sont posés sur la partie du toit, et les plus petits sont fixés dans le bâtiment existant. Ça ne sera pas passif parce qu'on n'a pas travaillé tous les équipements, mais une épaisseur d'isolant comme ça, c'est ce qu'on ambitionne pour les années 2040. Ça veut dire qu'on est très très haut dans la PEB et c'est des épaisseurs qui ressemblent à ceux des bâtiments passifs en termes de performance. L'intérêt ici, c'est qu'on va pouvoir monitorer et comparer les consommations justement et les comportements des usagers, leur sensation de confort, le résultat sur la qualité de l'air et l'hygrométrie. Mais en fait, moi en début de carrière, je mettais des ventilations naturelles sans moteur. Et l'inconvénient, bon, c'est plus tout à fait possible maintenant par rapport aux exigences d'étanchéité, d'isolation qu'on a actuellement.
Et puis, bon, les ingénieurs nous disaient, c'est gentil, mais votre système, il ventile beaucoup quand il fait très froid en hiver et quand c'est moins nécessaire, et il ne tire pas à la mi-saison. Donc, on a plus ou moins l'obligation, quand on veut arriver à des maisons relativement isolées, de compléter l'isolation naturelle des fenêtres, parce que dans tous les cas de figure, vous gardez vos fenêtres que vous pouvez ouvrir comme vous voulez, mais vous avez plus ou moins l'obligation de la compléter par une ventilation mécanique, parce que naturellement, les gens ont perdu l'habitude de ventiler une demi-heure ou un quart d'heure le matin avant de partir. Et donc si on isole beaucoup, on a des désordres dus au fait qu'on a trop peu de ventilation et on a surtout des niveaux de pollution dans l'habitation qui sont trop importants. Donc il faut se rendre compte que l'endroit le plus pollué dans lequel on est exposé, c'est dans la maison. Un des enjeux de ce projet, c'est de pouvoir tirer l'expérience de cette réalisation ici. Après ce monitoring, on va affiner une offre suivante pour 5 autres bâtiments et dans lequel on choisira là de manière précise en fonction du résultat de ce que les occupants ont ressenti, mais aussi des résultats d'analyse scientifique, le type de ventilation qu'on va mettre en place. Et donc le prix sera adapté en fonction du résultat de ce qui a été fait ici, parce qu'évidemment, on a un coût différent pour chaque type de ventilation. En bonus sur le site archiurbain.be, je vous propose un portrait engagé de l'architecte Céline Van de Winkel du bureau AAC. Et quant à nous, on va se retrouver très prochainement dans un nouvel épisode d'Archi-Urbain. Ce sera la semaine prochaine sur BX1. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Au revoir.